C'est un laptop. Oui, c'est bon. Salut à tous, c'est Bangdashen. Bienvenue sur cette deuxième partie de ce petit ouvrage Réflexion de José Silva que vous pouvez trouver sur Amazon au niveau des livres numériques. Et là, on était en train de parler de cette notion de programmation, de faculté à programmer. On vous laisse nous donner les réponses, en tout cas vos réponses par rapport à ça. Autre élément qui était dans le même chapitre, au travers de notre désir, croyance et attente, et au travers de l'utilisation de visualisation et imagination, quand nous fonctionnons à 10 cycles, donc en alpha, nous pouvons altérer les conditions de la matière proche et lointaine. Là, on revient beaucoup sur la sémantique, sur la logique qu'on apprend en 3.0.3, cette notion où on va pouvoir potentiellement, j'aime bien altérer la condition. Altérer la condition, c'est pas je change les choses, j'altère la condition. Je trouve que le mot, alors c'est peut-être parce que c'est dit en anglais, mais je trouve que c'est pas mal. Altérer. Altérer des choses, ça ne veut pas dire forcément tout changer. C'est créer une altération dans. Et ce qui est un petit peu différent de la notion de changement qui semble assez radicale de façon générale. The programming faculty, voilà. Bon, avoir la capacité de tu vois, mais c'est pour ça que je te dis, moi, ça. Ouais, ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien poursuivre avec, ou avec Laura, ou avec Ed, ou même avec Jerry, parce que franchement, moi, j'ai toujours compris que José disait qu'on ne pourrait pas altérer la matière physique avec la pensée. Mais là, apparemment, c'est exactement le contraire. Et je me rappelle très bien, parce qu'à l'époque, quand j'étais toute nouvelle et enthousiaste, je dis oui, on peut tout changer avec l'esprit. Et José a dit non, uniquement quand il y a la vie. Quand vous avez végétal, animal, être humain, etc. Mais il dit la matière physique, tu dois travailler là-dessus physiquement. Et là, je venais juste lire les œuvres de Jonathan Livingston, Richard Bach. Et lui, il disait justement qu'il pensait son temps à regarder les nuages et d'altérer justement les formes des nuages. Donc, me voilà en train de dire à José, mais écoute, si on peut altérer les nuages, ça, c'est pas la vie, c'est de la matière physique. Et José a dit non, quand même dans les nuages, il y a des toutes petites êtres vivantes, minuscules, microscopiques, et c'est ça, c'est parce que c'est vivant. Et je me rappelle toujours de ça. Donc, c'est pour ça que je suis un peu perplexe quand il dit qu'on peut altérer la matière physique. Et j'aimerais avoir l'opinion de quelqu'un qui avait la possibilité de parler beaucoup plus à José et ce qu'il croyait vraiment sur cela. Ouais, ça peut être intéressant à voir là-dessus. Ouais, je note. Hop. Il faudra qu'on voit avec nos invités. Mais tu vois, c'est vraiment quelque chose qui met beaucoup en avant. Hein. En tout cas, sur ce petit chapitre-là. L'état de matière. Ouais, parce que regarde, matter is altered through the interaction of the magnetic, electrical, and chemical energies stimulated by the radiation of human energy, the aura of the production of the thoughts. Alors, quand il y a une énergie électromagnétique, absolument. Mais ça, c'est pas que la matière physique. Quand il y a un champ électromagnétique, on peut l'influencer avec l'esprit. Et il y a plein d'exemples de ça. Ouais. Mais tu vois, lui en fait, là, il définit pas bien matter. D'accord, faire des choses simplement avec le désir. Il a ouvert une porte électrique sans le toucher. Donc, mais ça, c'est électromagnétique. Ça, c'est pas la même chose que simplement un objet. La matière, oui. Il y a matière pure. Mais tu vois, là, je trouve qu'il ne définit pas ce qui est matter, ce qui est la matière, en fait. Il ne donne pas clairement la… Parce que, en fait, c'est un chapitre, c'est pour ça que je ne lis pas tout dedans, mais en fait, il revient beaucoup sur Our Creator had the faculty of creating throughout the whole universe. We created in the image of our Creator, had the faculty of creating throughout the planet Earth and so on. Donc, tu vois, il
tout le temps en train de revenir, le créateur fait ça, et vu que nous, on est à les facultés du créateur, on peut le faire aussi, etc. etc. Donc, ce parallèle-là, pour lui, la matière est un élément lié au créateur, et donc, si c'est lié au créateur, on peut aussi travailler sur la création du créateur. Tu vois, et pour lui, c'est un peu l'un des jobs de l'être humain. Donc, dans la matière, en tout cas, là, il ne le précise pas, il parle de matière de façon générale. Donc, il faudrait. Tu as raison, ça, c'est vraiment une question à poser, à voir en tout cas sa croyance là-dessus. De toute façon, toute chose que l'être humain a fait avec des objets physiques a commencé comme l'esprit. Il faut d'abord l'imaginer. Mais après, quand même, il faut agir physiquement. Exactement. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ça. Après, là, je te dis, j'ai trouvé que c'était intéressant comme réflexion à prendre. Puis notamment avec toujours cette notion de programmation. Là, je passe à un autre moment. The first step. Donc, la première étape de recherche qu'il a eue là avec la méthode Silva était de trouver un chemin pour ralentir le cerveau, l'activité du cerveau, et maintenir l'attention. Ça, c'était la première idée. Donc, ils ont investigué plusieurs méthodes, le yoga, le zen, la méditation transcendantale, l'hypnose. On a trouvé que toutes ces méthodes demandaient à l'étudiant de s'entraîner et de pratiquer les yeux fermés. Okay. Plus tard, nos recherches ont indiqué que la raison de fermer les yeux n'était pas seulement d'éviter la distraction, mais de focaliser, qui focalisait à 20 rythmes en bêta, mais de permettre petit à petit le cerveau de ralentir et d'arriver au niveau alpha, c'est-à-dire arriver là où eux, ils avaient l'intention d'emmener le cerveau. Donc, pour lui, ce n'est pas simplement la distraction, c'est aussi réellement, physiologiquement, une compétence qui amène le cerveau à s'apaiser d'un point de vue du rythme. D'où le fait qu'il fasse toujours au départ fermer vos yeux. Ce n'est pas juste pour la distraction, parce que parfois on pouvait se dire c'est pour la distraction. D'où le fait d'ailleurs, quand on garde les yeux ouverts, d'avoir cette notion où on va défocaliser. Comme ça, on n'est pas du tout distrait, on est simplement à l'intérieur de nous. D'ailleurs, c'est amusant parce que quand on est défocalisé, en fait, on a les yeux ouverts, mais on ne voit pas réellement ce qui est en train de se passer. C'est comme si on avait les yeux quasiment fermés. On ne voit pas les choses. On n'est pas en train de les percevoir. C'est comme si la vue, c'est le seul de tous nos sens qui exige être en bêta. Exactement. Ouais. Et ça, je l'avais lu, je ne sais plus où, dans un autre ouvrage où il y avait en tout cas cette hypothèse-là. Donc, ce que nous cherchons, c'est d'entraîner les personnes qui fonctionnent normalement à un cycle de 10, en alpha, en gardant le maximum d'attention et de conscience par rapport aux personnes habituées. Donc, son objectif à la base, c'était vraiment d'enseigner aux gens d'aller en alpha. Et ça revient sur ce qu'on disait la semaine dernière. L'élément le plus important de la méthode, c'est aller en alpha, c'est la méditation dynamique. C'est pour ça, ça a été vraiment un cheminement hyper important pour José et son équipe de recherche, entre guillemets, au départ, c'était de dire, on doit trouver quelque chose qui permet d'arriver à ce niveau-là à ralentir le cycle cérébral, les ondes cérébrales, pour permettre d'entrer dans une capacité et des facultés accrues pour, bien sûr, le monde subjectif, mais pour trouver des solutions, pour se sentir mieux, pour s'apaiser, pour calmer le stress, etc. D'où la méditation active, dynamique, c'est ce qu'il y a de plus important dans la méthode. Et ce que disait Laura la semaine dernière. Oui, bon, ça, on le savait déjà, mais je l'avais ressouligné. On avait constaté que, alors, il parle un peu d'hypnose et il dit, dans les transes profondes en hypnose, il est difficile pour le sujet de poser des questions. Et donc, pour lui, je pense qu'il voyait le niveau somnambulique comme étant ultra passif et pas du tout assez actif pour ce qu'il attendait. C'est pour ça qu'il a mis de côté. Et il trouvait que ça ramenait trop de la passivité de la part de celui qui travaille en hypnose. Donc, ce qu'il faut, ce qu'on avait besoin pour développer ce système d'entraînement mental existait déjà dans différents styles, mais
on a fait à notre manière pour atteindre ce que l'on veut, nous. Donc, comme il dit, en gros, il a créé sa méthode parce que même si les gars arrivaient à des mêmes conclusions, la façon de faire et la philosophie ne lui convenaient pas. Et ça, je trouvais que c'était assez intéressant. Il dit, on s'aperçoit en gros que tous ces systèmes-là, ils cherchaient à aller vers le contrôle de l'esprit, mais ils n'appelaient pas ça contrôle de l'esprit. Ils appelaient ça zen, apaisement, calme, connexion à l'univers, etc. Donc, il a repris le côté, alors là, on est très occidental, hein, au lieu de faire ça avec des mots métaphoriques, il a dit nous avons designé un entraînement mental qui est axé sur le contrôle de l'esprit. En d'autres mots, mind control, on l'a appelé juste mind control, parce que contrôle de l'esprit égale contrôle de l'esprit. On n'a pas besoin de passer par plein de choses. Et ce qu'il disait, c'est donc en gros qu'à longueur de temps, ce qu'il étudiait, il avait l'impression que les systèmes, pour amener vers le contrôle de l'esprit, passaient par plein de choses qui, pour lui, n'étaient pas forcément le plus utile dans la démarche qu'il avait mis en place. En tout cas, que lui cherchait. Et c'est en ça où il va se différencier, hypnose, yoga, etc. etc. Après, c'est Creating the Hump. En fait, je te rappelle, il y avait un moment quand on lui a demandé, alors, est-ce que c'est plutôt yoga, est-ce que c'est plutôt hypnose? Yoga étant oriental, hypnose étant occidental. Et il a dit, c'est ni l'un ni l'autre, mais ça, il a quand même hérité certains aspects. Et il a pris l'exemple d'un homme et une femme qui ont leurs propres caractéristiques, qui se marient, qui produisent un enfant. L'enfant a hérité les gènes, mais c'est un individu tout à fait nouveau. Il ressemble à l'un ou l'autre, mais il est unique quand même. Et je trouve que c'est une très bonne métaphore pour la méthode Silva. Ouais, je suis complètement d'accord. Mais là, j'ai bien aimé dans cette explication où tu vois vraiment qu'il a recherché, il s'est dit, ouais, mais je suis d'accord avec ça, mais j'aime pas la forme ou comment ça a été proposé. Comme il dit, tout le monde arrive à peu près à la même chose. Et tu vois, c'était l'hypothèse de départ. Quand on a commencé nos podcasts, où je disais, mais en fait, la méthode ou l'hypnose, on arrive à la même chose. Mais oui, c'est ça, on arrive à la même chose. C'est juste que le process et la manière d'appeler les choses et la manière d'entraîner n'est pas le même. Donc, automatiquement, la méthode, le processus n'est pas le même. Le résultat est quasi similaire. Quand quelqu'un il fait du Nidra Yoga, moi, je me souviens quand j'accompagnais des amis ou je rencontrais des profs de Nidra, le Nidra, tu as l'impression que c'est une séance d'hypnose. Mais vraiment, tu te dis, oui, en fait, vous faites de l'hypnose. Quand tu écoutes quelqu'un qui fait de la sophro, tu as l'impression d'entendre une séance d'hypnose. Quand tu entends une séance d'hypnose, tu as l'impression, la personne te dit, oui, c'est comme la méthode Silva. Tu vois. Et c'est là où on s'aperçoit que c'est assez proche sur les états qu'on va atteindre, c'est juste les process. Il y en a, ils vont respirer, d'autres pas respirer, d'autres faire des mouvements, d'autres pas faire de mouvements, d'autres visualiser, d'autres pas visualiser, d'autres laisser les pensées, d'autres créer des pensées. Et c'est ça qui fait les spécificités des systèmes. Oui, alors, ça, c'est le moment sympa. Donc, il a étudié un peu toutes les religions. Et il dit, voilà, toutes les églises sont bonnes, comme ça, comme on ne se prend pas la tête. Il dit, j'ai eu des petits problèmes. En gros, on en a parlé la dernière fois, et d'ailleurs, Laura nous l'a rappelé, avec l'église. En l'occurrence, lui, il était dans la Roman Catholic Church, donc l'église catholique romane. Et à un moment, il s'est fait, il a eu... vous savez qu'il a failli se faire excommunier. Et donc, il a eu un rendez-vous avec les 3 officiels de l'Église et qui décidaient ou pas de l'excommunier. Et donc, il explique un peu comment ça se passait parce qu'il disait que mes recherches sur lesquelles je bossais étaient diaboliques, étaient liées au diable. Donc là, il réexplique un petit peu toute cette histoire-là. Je trouve ça amusant parce que la semaine dernière, on en parlait. Donc, on revient toujours sur cette idée-là. Je faisais un petit récap, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais là j'ai continué sur Dave Hellman. Et pareil, en 1949, il a commencé à donner ses cours d'hypnose, Dave Hellman. Et à cette époque-là, il disait parler d'hypnose, c'était le démon partout et c'était très, 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 très problématique. Donc, on sent vraiment qu'à cette période, 50, 60,
c'était pas très vendeur de faire de l'hypnose. Hein. Il valait mieux appeler ça méthode autrement parce que sinon, c'était pas vendeur du tout. Et ça pouvait poser des problèmes en plus durs hein, parce que à l'époque, surtout au Texas, le catholicisme, il y a beaucoup de protestants, mais vu qu'il y a beaucoup de Mexicains, il y a aussi beaucoup de catholiques, ça peut vite partir en vrille et on sait très bien que dès qu'il y a des tensions religieuses, on rigole pas trop. Hein. Donc il disait lui, bon, j'avais confiance parce que je savais que ce que je faisais était bon. Et il avait confiance, il a repris plein de choses en disant mais Jésus, il faisait bien ça, il proposait ça. En gros, la religion ne doit pas être idiote et ne doit pas se fermer dans des dogmes, mais au contraire, amener vers le bien-être de l'humain. Et ses arguments sont passés, mais il disait que c'était quand même un moment qui était un petit peu compliqué. Oui, alors là, il parle un peu de psychokinésie. C'était l'Église qui est le problème pour lui, pas la religion. Exactement. Et en fait, j'étais assez surprise, il était catholique, vraiment très dévoué, mais très ouvert en même temps. Ce que je respecte beaucoup, c'est qu'il ne mentionne pas du tout dans le cours de base. Pas du tout. Pourtant, c'était essentiel dans sa vie personnelle. Mais c'était ce respect de toutes les religions et toutes les croyances, etc. Mais il a même dit, comme ce catholique très dévoué, que j'ai pris part, justement, j'allais le chercher dans sa chambre dans l'hôtel et il était en train de regarder la télé, les actualités montraient un désastre, il était en train de, justement, se croiser. Je dis, ah, c'est vrai, il est catholique, parce qu'il ne montrait pas ça tellement dans sa vie extérieure. Mais, comme il disait, je suis d'origine mexicaine, donc j'étais née dans une culture catholique. Si j'avais été née en Chine, j'aurais une autre religion et je serais aussi dévouée. Donc, il n'est pas du tout dogmatique. C'était ça que j'ai adoré. D'ailleurs, tu vois, au tout début du bouquin, il dit la méthode Silva de contrôle de l'esprit est un système éducatif basé sur des recherches scientifiques et sans affiliation religieuse. Cet ouvrage projette et expose simplement, exclusivement mes croyances personnelles et convictions comme chercheur et comme chrétien. Tu vois, il fait quand même une petite note au départ pour dire, là, si vous m'entendez parler de Jésus et tout ça, c'est normal, ça fait partie justement, tu vois, il a appelé ça réflexion. Donc, c'est quand même, là, c'est lui ce qu'il en pense par rapport à tout son vécu. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, comme tu dis, le problème n'est pas forcément la religion, mais les églises, en tout cas les castes qui peuvent être créées au travers de ça. Et à un moment, il parle donc de psychokinésie et surtout de l'énergie. Et il dit, il donne l'exemple, par exemple, les murs de ta cuisine sont imprégnés des pensées, des recettes de pain, de cookies, etc. qu'il y a. Et il fait, c'est la même chose dans une église. Tu n'as pas besoin que quelqu'un fasse la messe ou quoi que ce soit. Tu rentres les pierres, les gens qui sont venus prier, les gens qui ont adoré Jésus, Allah ou Yahvé, qu'importe, ou Bouddha. À ce moment-là, il y a une énergie, c'est imprégné. Et donc, tu peux te connecter à ça et tu n'as pas besoin nécessairement de te connecter. Et là, on revient sur tout le principe subjectif. Tu n'as pas besoin, dans la religion de façon générale, de dire il faut que je passe par quelqu'un pour être en connexion avec Dieu ou être pardonné, ou etc. Le lien, tu le fais parce que tu te sens connecté dans un espace ou avec un groupe de personnes, mais au bout du compte, il n'y a que toi qui va être dans cette connexion avec le patron, Dieu, Allah, Bouddha, ou qui t'a besoin, tu vois. Et je trouve que ça, c'est super simple de dire ça, et ça revient à ce que tu exprimais il y a quelques instants. Ouais, voilà. Alors, tu vois, là, lui, la définition qu'il donne de la psychométrie, la détection d'informations au travers du désir quand nous sommes à notre niveau, donc quand nous sommes en alpha. Détection d'informations au travers du désir, via le désir, quand nous sommes en alpha. Pour lui, c'est ça la psychométrie. Donc, quand on parle, par exemple, de la recette de cookies dans la cuisine, c'est en gros que tu détectes l'information. Et c'est pour ça que, si on y pense, l'ensemble des rituels qu'on a dans les églises, à la mosquée, quand on est dans un temple ou n'importe, tout est ritualisé. Et tout le monde a des rituels. Toutes les religions ont des rituels. Alors, les rituels, pour les hypnotistes, on sait que ça nous amène dans des transes
ça nous met souvent en alpha et en θ, ça dépend. L'ensemble des rituels, si on fait la croix, si on fait notre prière, si les différentes façons, et en plus, si vous regardez, c'est organisé d'une certaine façon. On prie d'une certaine manière, on chante les mêmes cantiques, ou on dit les mêmes sourates, ou on dit les mêmes sutras, etc., etc. Tout ça nous amène dans, on va dire, pour nous, Sylva, en alpha. En alpha, on reprend, ça nous permet d'être en connexion avec nous-mêmes. Ça nous permet d'être dans une communication subjective et d'être capable de capter des informations. Donc, c'est assez génial quand on se dit, je rentre dans un lieu saint, qu'importe le lieu, j'enlève ma casquette, je me déchausse, je mets mes mains dans l'eau bénite en fonction de vos obédiences. Vous rentrez. À partir de là, que vous le vouliez ou non, surtout si vous l'avez fait souvent, vous avez un automatisme. C'est les 3 doigts, en fait. On a une gâchette, on a un trigger, on a notre ancrage qui s'active. Et on rentre en alpha. Et on rentre en alpha avec cette capacité potentielle d'aller choper l'information. Et c'est pour ça qu'il y a des moments, alors je ne sais pas si, comme moi, j'adore aller dans les églises, dans les lieux saints, dans les lieux assez énergétiques sacrés. Exactement, les lieux sacrés, il y a cette notion très intéressante où tu te rends compte que tu rentres, toi, dans un état. Alors, parfois, mais tu en as super bien parlé, toi, une fois où tu m'as dit, je suis en Australie, je suis avec mon pote, et j'arrive dans un endroit, je me sens étouffé, écrasé, j'ai l'impression que tout est différent. Oui. C'est une énergie qui datait des millénaires. C'était incroyable, mais on le sentait physiquement. C'était pas, je dois imaginer que... Non, c'était vraiment, oui. Mais tu le sens. Les lieux sacrés, certaines églises et certains centres, ils ont eu des siècles de gens avec toute leur pensée focalisée sur Dieu, sur aider les autres, la prière, sur béatitude, quoi. Et on peut le sentir, c'est extraordinaire. Pas dans tous les... Quand il y a trop de touristes, c'est comme si il le zappe. Ce qui semble cohérent. En entrant, tu peux sentir un sens de calme, c'est bien. Donc, moi aussi, j'aime bien aller dans ces lieux juste pour sentir l'énergie. Ouais. Et ça revient à cette notion, c'est comme si on rentrait dans une forme d'état, en alpha, et à ce moment-là, on chope de l'info. On vit l'info. Et c'est là où c'est intéressant. Donc, qu'importe qui est le prêtre, l'imam ou n'importe quel rabbin, à ce moment-là, notre connexion à ce moment-là modifie tout, transforme tout. Parce que nous, on est connectés. Et puis, alors, si en plus, il y a une ambiance qui correspond à notre état, à notre attente et tout, on vit des choses qui sont absolument extraordinaires. Et dès lors, on revient sur les notions de quasiment toutes les religions. Le Dieu, patron, je ne sais pas comment chacun l'appelle, il est connecté à vous et en fait, c'est en direct vu que c'est dans l'état et par rapport à l'ensemble des sensations qu'on va avoir à un moment donné qui permet cette communication. Et cette communication nous ramène à quoi? Notre monde subjectif qui est un monde infini qui pourrait revenir, si on reprend la notion un peu déiste, à une connexion à Dieu et qui te permet d'avoir tous les potentiels, les capacités que tu souhaites après mettre en place dans le monde objectif, pratique, etc. Donc, tu trouves les idées, la rédemption, le mieux-être, le bien-être, le bonheur, la joie, le pardon, dans un état qui est internalisé, dans un état qui ressemble à cet alpha qu'on a dans notre monde intérieur. Votre labo peut être très bien un temple, une mosquée ou une église, quoi. C'est à vous de le construire à l'intérieur de vous ou de laisser cet espace pour votre spiritualité. Mais dès lors, la spiritualité redevient quelque chose de très concret avec votre vécu intérieur. Subjectif, certes, mais vécu. Ça, c'est très intéressant. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que sinon, on en a pour 107. Donc, on continuera, si ça te dit. Moi, je trouve que c'est vraiment... Oui. Et ça aide à poser beaucoup de questions. Et j'adore quand tu me poses des questions, parce que quelquefois, j'explore des choses que j'ai toujours pris comme un fait accompli. Et tout d'un coup, j'ai dit, mais oui, c'est vrai. Pourquoi ceci? Et quelle est la source de cela? Et je trouve
tout ce qu'on fait ensemble fascinant et j'espère que nos écouteurs aussi. Ouais, bah, j'ai des retours très très sympas, donc continuez, n'hésitez pas à nous faire vos retours, à nous donner vos idées. Il y a des super feedbacks, donc on vous remercie. Nous, on continue, comme vous voyez, nous, ça nous fait plaisir. Là, j'ai encore plein de bouquins, donc j'en profiterai aussi avec les bouquins. Là, j'en ai 2 de Burt où il y a des éléments intéressants, notamment sur les programmations, sur le passé, etc., qui peuvent être intéressants à capter et comprendre, qui peut être des ouvertures pour certaines personnes, Sylva, parce que vous n'avez peut-être pas forcément dit, tiens, je vais programmer quelque chose dans le passé, mais qui peut être intéressant à prendre en compte. Et bon, j'ai encore plein d'idées, plus toutes les vidéos qu'on a encore à faire, plus les cours du soir que donnait José. Bon, bref, vous en avez encore pour un petit moment avec nous. Donc, prenez plaisir. N'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez, attendez, etc. Parce que, en même temps, nous, on peut s'adapter, bien sûr, à vos remarques, à vos questions, à vos doutes, etc. À ce moment-là, on a toujours possibilité. On vous rappelle en face à face, en réel, à Pâques, sur Paris, avec Lee, en juin, pour Ultra avec Marietta et Lee, et en août avec Lee. Et puis, bien sûr, tous les instructeurs, France, en face à face, Belgique, Suisse, en face à face aussi, et en plus de ça, le online. Donc, allez sur les différents sites Méthode Sylva, France, Belgique et Suisse. Comme ça, vous pouvez avoir un paquet d'informations et de questionnements. Je sais que là, en ce moment... La méthode Sylva, point. Et Belgique, c'est BE, Suisse, c'est CH, donc c'est assez facile à trouver. Donc, de toute façon, vous avez toujours les liens sous les vidéos. Hein. Vous avez les 3 liens, je vous les mets directement. Je sais qu'il y a Christian qui fait aussi en ce moment beaucoup de choses avec Marietta. Donc, n'hésitez pas, il fait des soirées où ils font des différents thèmes. Donc, ça peut être intéressant. N'hésitez pas de vous rapprocher les uns des autres, etc., pour échanger, partager et nous faire vos retours. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux préciser? Oui, juste que si les anciens diplômés ne peuvent pas assister quand même au cours, mais qui aimeraient venir le premier samedi soir, il y aura une réunion d'anciens diplômés en présentiel à l'Hôtel Compagnie. À Compagnie, ouais. Et le 8 avril. 8 avril, donc pensez-y, de toute façon, on vous le rappellera. Hein, là, on n'est que début mars. Bien sûr. N'hésitez pas. Est-ce que tu veux qu'il t'envoie un petit mail avant pour que tu sois au courant du nombre de personnes qui viennent ou pas? Non. J'ai jamais demandé qu'on réserve pour une réunion de diplômés. On aura de la place. On va trouver. Eh bien, nickel. Nickel. Donc, n'hésitez pas à partager vos remarques sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Passez une bonne semaine. Merci à vous. Merci, Lee. Ciao, ciao. Merci. Ciao.